Bonjour à tous, invité sur LCI, Joachim Sonneforger, bonjour. Bonjour. On vous connaît mal, hein, vous avez 34 ans, vous faites partie des nouveaux députés La République En Marche et vous représentez à l'Assemblée les Français du Liechtenstein et de la Suisse où vous résidez. Exactement. Alors première question, elle ne concerne pas la Suisse mais le Venezuela, un pays auquel vous êtes attaché. Vous avez lancé cette semaine un appel pour une mobilisation de l'Europe. Vous avez peut-être été entendu puisque il y a 2 heures, l'Élysée a publié un communiqué. La France condamne les violences et puis avec ses partenaires européens, elle appelle à une désescalade, au respect des droits de l'homme, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Ça arrive quand même un peu tard, cette réaction du président de la République, non ? Donc je crois qu'il y a au contraire un engagement plein et entier, réfléchi, avec une proposition de médiation qui a été offerte au président Maduro. Nous-mêmes, plusieurs parlementaires, notamment des Français de l'étranger, avec mes collègues Holroyd et Anglade, nous étions soucieux de la situation au Venezuela. Nous avons associé des parlementaires européens, M. Verhofstadt, M. Maura et M. Telitschka. Et j'oublie un de mes collègues suisses, Guillaume Barazone. Et on a tous ensemble voulu réagir parce qu'il y a ce pouvoir de la diplomatie parlementaire de s'engager pleinement là où les institutions et la démocratie sont menacées, là où la question des droits de l'homme est en jeu. Et je crois que l'exécutif est tout à fait à la manœuvre en parallèle. Néanmoins, le nom du président Maduro n'est pas cité dans ce communiqué. On peut quand même penser que c'est un peu timoré, ça pourrait être un peu timoré à vos yeux, parce que si je vous cite, le pouvoir autoritaire et dictatorial du président Maduro, que seules des sanctions internationales pourront briser. On n'est pas sur des sanctions, là. On arrive dans une médiation est possible, mais parfois, pour qu'une médiation soit possible, il faut aussi taper du poing sur la table. Et je crois que si aucun des arguments de médiation ne sont entendus, il faut savoir aussi être ferme. Ça peut aller via des sanctions. Évidemment, ça ne doit pas se faire simplement au niveau de la France. La France est forte, sa zone d'influence, finalement, je dirais, est partout quand il s'agit des droits de l'homme. Elle doit s'exprimer fortement, avec fermeté, parce que nous sommes les garants d'un certain exercice de la démocratie, mais pour aller plus loin en pratique, ce qu'il faut, c'est une réponse unanime à l'Europe, parce qu'il faut une réponse unanime du Conseil européen. Le prochain Conseil, c'est seulement en octobre. Je crois qu'on ne peut pas attendre octobre, il faut des réponses fortes. Ça peut passer par des sanctions, ça peut passer par des sanctions, notamment un gel des avoirs du président et de ses proches, des interdictions de voyager, évidemment, également. Donc, une dernière question sur ce thème. Est-ce que vous pensez que dans son communiqué, l'Élysée aurait dû citer très clairement Nicolás Maduro? Je pense que l'Élysée fait son travail, que le Quai d'Orsay fait son travail. Notre ambassadeur, M. Nadal, est à la manœuvre pour rencontrer toutes les parties sur place au Venezuela. Nous rencontrons aussi des gens de l'opposition vénézuélienne. Vous voyez, ce n'est pas une sorte d'opposition droite et gauche, comme certains de la France insoumise voudraient le faire croire. Il y a quelque chose qui va au-delà du combat politique. Il y a certes une tradition, malheureusement, de violence de laquelle il faut sortir. Et je crois qu'il faut dénoncer les exactions qui sont menées actuellement. Il y a un non-respect des institutions et d'une assemblée démocratiquement élue avec un semblant de constituante. On va vers plus d'arrestations. Il y a du souci à se faire. On a demandé expressément la libération de M. Lopez, la libération de M. Ledesma. 2 opposants qui ont été arrêtés. Je prendrai contact prochainement avec leurs épouses pour qu'on essaye d'aller plus loin et qu'on continue l'effort aussi via la voie de la diplomatie parlementaire. On en vient à la politique en France. On a vu des séances houleuses à l'Assemblée. On a entendu hier une de vos collègues, Alice Toureau, essuyer un cri de chèvre d'un député alors qu'elle s'exprimait au micro. Décidées et qui vont être attribuées. Ça a été, et on a même vu des députés qui réagissent et qui entendent cela. Vous y étiez? Ce qui est affligeant, là, vous voyez, je ne suis pas à ce moment-là parce que je vois qu'il y a quelqu'un d'autre assis à ma place. Donc, j'étais là tout le temps pour voter tous les projets de loi. Mais ça vous inspire quoi? Ça m'inspire surtout que c'est inadmissible. Il y a un comportement infantile, comme vous pourriez retrouver en première année de faculté. C'est déplorable. Ces gens-là sont élus, ils sont responsables. On est là pour discuter de choses très sérieuses. Que vous ayez des gens qui soient là, toujours dans l'apparat, à savoir qui criera le plus fort. Mais désolé. Là, en l'occurrence, c'est plus que crier le plus fort. Voilà, c'est vis-à-vis d'une femme. Vous diriez que c'est une dérive sexiste? Écoutez, on n'est pas à ça près. Ça commence par le cri de chèvre. Et puis, en effet, après, ce sont les propos sexistes envers l'une ou l'autre. Et puis, il n'y a pas de limite. Mais nous sommes là pour travailler. Nous sommes concentrés. On est très présents.
il y a une assiduité et on n'est pas dans les coups de menton, les effets de manche pour à savoir qui criera le plus fort. Puis après, hop, je file parce que j'ai autre chose à faire. On la connaît. On a vu le comportement de certains, on le voit au jour le jour. On est estomaqué pour tous ceux qui viennent de la société civile, qui ont l'habitude de travailler, de s'engager pleinement. Vous êtes médecin, vous, hein? Évidemment, je suis engagé aussi toute l'année, pas seulement. Et je ne suis pas dispensé de m'occuper de mes patients dans l'été. Je vois que certains ont besoin de vacances, exigent des vacances. Mais moi, je suis pleinement au travail. Ça va même être difficile pour moi de me retirer, ne serait-ce que quelques jours de la vie publique, parce que j'ai envie de continuer. On est à la tâche. Après, des gens vont vous dire, oui, dans les 100 premiers jours, vous n'avez rien fait. Alors nous, c'est le contraire, on est au travail, on est actif et nous sommes un peu des stakhanovistes de travail parlementaire. Il y a la présence en hémicycle, il y a tout le reste en dehors, en commission, pour le dernier nos jour projets personnels, bien sûr. Je suis là, vous voyez, on est vendredi, je suis encore là. J'ai été très présent tout l'été. Ça demande des sacrifices sur la vie familiale, la vie personnelle, les vacances. Mais la semaine prochaine, je reviens et nous sommes beaucoup à revenir la semaine prochaine. Alors, votre nom est apparu dans les dernières révélations de Wikileaks. L'organisation de Julian Assange a mis en ligne des dizaines de milliers de fichiers, des mails du mouvement En Marche. Votre nom est sorti. Il en ressortirait visiblement que le choix de votre investiture aux législatives venait peut-être de haut. Est-ce que c'est un mouvement pyramidal, La République En Marche ? Je ne crois pas qu'il soit un mouvement pyramidal. Vous savez, quand j'ai commencé, j'étais inconnu au bataillon, c'était en avril 2016. J'ai fait mes preuves tout au long de l'année 2016. J'ai battu le pavé, je suis parti de 0 adhérents. Je suis arrivé à plus de 2000 adhérents, donc il y a un travail militant, il y a un travail de présence, d'amener des idées. J'ai interagi avec tous les proches du président quand il était encore candidat, avec le candidat Emmanuel Macron. On a travaillé sur plein de sujets. Je dirais que quand les gens se plaignent qu'ils sont dépossédés d'un quelconque pouvoir, etc., il faut qu'ils rendent les prophéties autoréalisatrices. Il n'y a que par le travail qu'on s'affirme et qu'on se fait reconnaître. Peut-être que déjà à ce moment-là, au mois de janvier, certainement beaucoup de gens me connaissaient dans l'entourage du président, savaient que je faisais du travail, que j'étais très actif, que je donnais mon temps. Ce sont des mails de l'actuel secrétaire général de l'Élysée. Vous confirmez que peut-être vous avez eu un petit coup de pouce d'en haut ? Mais le coup de pouce d'en haut, il est venu certainement d'une observation de ce qui se faisait en bas. Et donc c'est plus horizontal que ça en a l'air. La vérité, c'est qu'il y avait une interaction permanente entre des gens de générations très différentes qui avaient occupé ou non des fonctions dirigeantes dans l'appareil d'État. Et il y a un mélange entre l'exercice, assumer la verticalité du pouvoir par le président de la République et une certaine horizontalité dans l'organisation du mouvement. À nouveau, si vous voulez avoir la tête qui dépasse, personne ne vous empêche. Il y a cette liberté d'exister dans En Marche. Certains la contestent au sein du mouvement, cette horizontalité. Eh bien, si on veut, marcheurs en colère. Si on veut tordre le cou vous savez, il ne faut pas être dans une situation d'assistance et d'attendre qu'on vous serve les choses. Cette investiture, je ne l'aurais peut-être pas eu, ça n'aurait pas été un drame. J'aurais continué de m'engager dans plein d'autres projets. Je me suis engagé sur un versant humanitaire, par exemple pour la Syrie, pour les chrétiens d'Orient. Je l'ai fait à d'autres temps pour le Kosovo. Et quand on a des choses qui vous tiennent à cœur, si on veut les réaliser, on le fait. On le fait et on incarne la fonction avant parfois qu'on vous la confie. Et ça, c'est le grand message un peu de ce renouveau en politique, c'est d'être à la manœuvre, de travailler, de faire ses preuves de manière relativement désintéressée. Et parfois, quelque chose survient, c'est qu'on vous donne la responsabilité d'aller plus loin. Pour finir, on va vous voir jouer du clavecin, puisque vous avez sorti même des albums. La musique adoucit les mœurs, dit-on. C'est important quand on débute comme ça en vie politique. D'avoir des zones de confort. La musique, en fait, recrée du commun. Elle permet de s'élever dans la société. Et vous me permettez de rappeler un point essentiel du programme, c'était de recréer du commun, de permettre aux Français de se rencontrer. Ça peut être via la culture, parce que échanger quelque chose sur un bien culturel commun, par exemple la musique française. D'autres, ça permet de développer des talents, ça permet de s'affirmer, d'enrichir le lien social, de se rencontrer. Et c'est ce qui manque en France, c'est que les Français ne se rencontrent plus. Il n'y a plus ces occasions de se retrouver. Et vous verrez dans les mesures pour la culture que nous souhaitons pousser, par exemple le pass culture, le fait de... Pardon. Parce qu'on n'a plus le temps. Désolé. Merci à vous d'être venu sur LCI. On finit d'ailleurs avec cette musique. Merci.